Le golfe Persique ne bouge pas cette nuit. Pas une ride, pas une vague. 8 immenses pétroliers sont à l'ancre juste au sud du détroit d'Ormuz. Leurs feux de navigation clignotent lentement dans le noir, les moteurs tournent au ralenti, les équipages dorment, les écrans radars restent calmes. Pour une étendue d'eau qui transporte 20% du pétrole mondial, ce silence n'est pas la paix. Ce silence est un avertissement. Et quelque part sur la côte iranienne, dans des tunnels creusés profondément dans les flancs des montagnes, quelque chose a déjà été lancé, 500 de ces engins. Et ils sont déjà dans les airs. Je dois remonter seulement 48 heures en arrière. Nous sommes à la fin de février 2026. Le détroit d'Ormuz est une zone de guerre depuis des semaines. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Epic Fury, des frappes aériennes coordonnées contre des sites militaires iraniens, des infrastructures nucléaires et des dirigeants de haut rang. Le guide suprême, Ali Khamenei, a été tué. La marine conventionnelle de l'Iran a subi des pertes catastrophiques. Le commandement central des États-Unis a signalé plus de 155 navires iraniens endommagés ou détruits. Le monde a soufflé, les marchés se sont stabilisés. Washington a déclaré que l'opération était un succès. Mais des analystes chevronnés ont averti que l'Iran n'avait pas dit son dernier mot. Washington adore toujours le moment où une diapositive de briefing affiche « succès » avant que la réalité ne lise les petites lignes à voix haute. L'Iran n'a jamais vraiment dit son dernier mot. Le corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC, n'est pas la même chose que la marine conventionnelle iranienne. C'est une force distincte, une flotte de l'ombre cachée dans des tunnels côtiers, armée de milliers de drones d'attaque à sens unique, bon marché et meurtrier. Le Shahed 136 fabriqué en Iran, exporté vers la Russie, éprouvé au combat en Ukraine, lent mais presque invisible au radar à basse altitude, irrésistible par le nombre. Le directeur de la Defense Intelligence Agency des États-Unis, le lieutenant-général James Adams, l'a dit clairement au Congrès, l'Iran conserve des milliers de missiles et de drones d'attaque à sens unique. Les systèmes restants peuvent menacer les actifs américains dans la région. Personne n'a écouté avec assez d'attention. Ce soir, ils écoutent, ce soir, ils hurlent. C'est le problème de l'école stratégique des conférences de presse virilistes. Elle confond les applaudissements avec la dissuasion et les slogans avec la logistique. Dans le Combat Information Center, à bord de l'USS Dwight D. Eisenhower, un opérateur radar se penche en avant. Quelque chose de petit. Relèvement sud-ouest, basse altitude, trop bas pour du trafic commercial. Il ajuste le filtre, zoom, un signal, puis 3, puis une douzaine. Il ajuste son casque. Contact, contact multiple, relèvement 220, basse altitude, cible lente. L'officier de quart s'approche, regarde l'écran. 30 signaux maintenant, 60, 100. Il saisit le téléphone rouge. Quand l'amiral atteint la passerelle, on en est déjà à 200, 300. L'écran se remplit non pas de simples points, mais d'un SM, un nuage qui se déplace lentement sur l'affichage comme un front orageux qui ne s'arrête pas. 450 contacts, 460, 490, 500. Au poste de combat. Au poste de combat, alerte générale. Le détroit d'Ormuz vient de devenir une zone de mort. Les Shahed 100 je dois expliquer clairement ce qu'est cet engin, parce que c'est pas un missile, c'est quelque chose de pire. Il a une aile delta, un petit moteur à piston, une ogive de 200 kg. Il vole à 180 km/h, assez lentement pour que des hélicoptères puissent théoriquement l'abattre. Mais les Américains ont un hélicoptère pour 8 drones cette nuit. Et ces drones n'arrivent pas un par un, ni deux par deux. Ils arrivent en essaim, coordonnés, programmés pour se diviser en groupes, chaque groupe recevant une cible. Chaque drone suit une carte de point de passage gravée dans son ordinateur de bord avant le lancement. Depuis les tunnels humides creusés dans le littoral montagneux iranien, des tunnels où des vedettes rapides de l'IRGC et des plateformes de drones sont cachées depuis les premiers jours du conflit, 500 Shahed 136 se sont élevés dans le ciel nocturne au-dessus du détroit. 8 pétroliers battant pavillon américain ou affrétés par des intérêts américains sont à l'ancre ou en transit au sud du goulet d'étranglement. Le MT Stena Imperative, déjà attaqué une fois en février lorsque des canonnières iraniennes ont tenté de le saisir. Le Louis P, frappé par un drone au début de mars, a à peine survécu. 6 autres, maintenant entourés de rien d'autre que de l'eau noire et de signaux entrants. L'essaim de drone est à 60 miles. Tous les systèmes de défense du Golfe sont activés. Ce ne sera pas suffisant. Ils n'ont jamais été conçus pour arrêter un nombre pareil.
Un discours de campagne peut promettre la domination en 12 mots. Un chargeur de défense aérienne, lui, se vide quand même un intercepteur à la fois. Le premier drone frappe à 02H17, heure locale. Il percute la plage arrière d'un pétrolier à l'ancre à 12 000 nautiques au sud du détroit. L'ogive explose. L'explosion est visible à 30 km. Les membres d'équipage sur la passerelle, ceux qui étaient éveillés, sont projetés contre les vitres. Le feu atteint la cale à cargaison en moins de 90 secondes. Sur le pont d'un destroyer voisin, un marin observe aux jumelles de vision nocturne le pétrolier qui commence à brûler. Puis vient le deuxième impact, puis le troisième. En 4 minutes, 6 des 8 pétroliers ont été frappés au moins une fois. 2 d'entre eux brûlent à la ligne de flottaison, l'un d'eux gîte fortement sur tribord. Sa cargaison de pétrole, chargée à pleine capacité, se déverse dans le golfe Persique. La nappe s'étire vers le sud avec le courant. À bord des pétroliers, les balises d'urgence s'activent. Les appels de détresse envahissent d'un coup les fréquences radio-maritimes. Les voix se chevauchent. Les ordres sont lancés en anglais. Les cris en philippino. La nationalité de nombreux membres d'équipage marchant dans le golfe. Mayday, Mayday, nous sommes touchés. La salle des machines est inondée. Nous avons des victimes. Feu sur le pont. Nous ne contrôlons plus la situation. Tout l'équipage abandonne le navire. Ce n'est pas un exercice. Sur les écrans de communication du commandement avancé du CENTCOM au Qatar, les alertes s'empilent plus vite que les opérateurs ne peuvent les traiter. L'IRGC a aussi brouillé plusieurs bandes de communication. Certains navires n'arrivent pas à joindre les bâtiments d'escorte navale. Certains bâtiments d'escorte n'arrivent pas à se joindre entre eux. Le chaos n'est pas accidentel. Il est conçu. C'est la doctrine iranienne de l'essaim, non pas détruire tout d'un seul coup, mais submerger la structure de commandement, provoquer tellement de crises simultanées qu'aucune réponse unique ne peut être efficace. Aveugler le défenseur, fragmenter son attention, puis frapper les cibles qu'il n'a pas pu protéger. Et cela fonctionne. Submerger le système, saturer le canal, laisser tout le monde réagir trop tard. Ici, la tactique est militaire, mais le mode d'emploi médiatique semblera étrangement familier à quiconque a survécu à un cycle de points de presse à l'ère Trump. Voici quelque chose que le public ne comprend pas au sujet des systèmes de défense aérienne. Ils ne sont pas infinis. Les destroyers de classe Harley-Burke dans le Golfe sont équipés du système de combat Aegis, l'une des plateformes navales de défense aérienne les plus avancées au monde. Il peut suivre des centaines de cibles simultanément. Il peut tirer des missiles standards à des vitesses supérieures à la plupart des menaces. Mais il y a un problème de rechargement, un problème d'approvisionnement, un problème de mathématiques. Chaque missile standard coûte entre 1 et 4 millions de dollars. Chaque destroyer emporte environ 86 cellules de lancement vertical partagées entre des missiles de défense aérienne, des missiles d'attaque terrestre et des armes anti-sous-marines. La marine américaine brûle ses stocks de ces missiles depuis le début de la campagne contre les Houthis en 2023. Des marins américains avaient déjà défendu des navires contre des attaques soutenues par l'Iran à 174 reprises avant même le début de la guerre actuelle. Et ce soir, il y a 500 drones. Les destroyers commencent à tirer. Les hélicoptères décollent. Le CIWS, le système d'armes de proximité, la dernière ligne de défense, le canon Gatling qui tire 3000 coups par minute, commence à tourner sur chaque navire de guerre à portée. Des drones tombent à l'eau. 50, 80, 120 abattus. Mais 380 volent encore. Michael Connell du Center for Naval Analysis a décrit exactement ce scénario. Il est plus facile de se défendre contre un drone que contre un missile balistique, mais les drones coûtent moins cher. Donc, si vous devez vous défendre contre des centaines et des centaines de drones, cela compense le fait qu'il soit plus facile de les abattre. Voilà la mathématique de cette guerre. Ils peuvent en gérer 1, ils peuvent en gérer 10, ils ne peuvent pas en gérer 500. L'arithmétique est cruelle comme ça. Elle se moque du nombre de fois où un politicien répète « contrôle total » dans un micro avec des rideaux dorés en arrière-plan. Les drones restants se divisent, se fragmentent en groupes plus petits. Certains montent à plus haute altitude. Certains descendent à hauteur des vagues, à 5e au-dessus de l'eau, là où le radar les perd dans le fouillis de surface. Le détroit d'Ormuz n'est pas fermé par des missiles cette nuit, il est fermé par l'arithmétique. À Tokyo, c'est le matin. L'indice Nikkei ouvre et chute immédiatement de 4%. Les traders regardent les images satellites du golfe Persique, les mêmes images qui montrent des pétroliers en feu et une nappe de brut qui s'étend au sud d'Ormuz. À Londres, les contrats à terme sur le Brent bondissent de 22 $ dans les 15 premières minutes de cotation. Les analyses du secteur de l'énergie avaient déjà averti que depuis l'opération Epic Fury du 28 février, le trafic de pétroliers dans le détroit avait chuté de plus de 70%. Puis, alors que les canonnières de l'IRGC continuaient de tirer, de plus de 90%,
Maintenant, après que 8 pétroliers ont été frappés en une seule nuit, les navires restants qui avaient tenté le transit mouillent dans le golfe d'Oman. Plus personne ne bouge, le détroit d'Ormuz fait 20 milles de large, à son point le plus étroit. Les véritables couloirs de navigation, les couloirs où les pétroliers doivent circuler, font 2 milles de large dans chaque direction. 20% du pétrole mondial transporté par mer passe par ce passage, 20% du gaz naturel liquéfié mondial. Un seul passage étroit entre la côte montagneuse de l'Iran et les Émirats arabes unis. Le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei assassiné, est apparu à la télévision d'État iranienne et a déclaré « Le Golfe restera fermé ». Il est impossible que les autres passent pendant que nous ne le pouvons pas. Il ne parlait pas à Washington. Il parlait à Riyad, à Pékin, à Séoul, à chaque pays sur Terre qui alimente ses centrales et chauffe ses foyers avec le pétrole qui passait autrefois par ce passage. À Washington, la situation room de la Maison-Blanche est pleine. Le Conseil de sécurité nationale du président est en vidéoconférence avec le commandement avancé du CENTCOM. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui disait publiquement quelques jours plus tôt « Nous pouvons faire ça toute la journée au sujet du blocus américain des ports iraniens », reçoit maintenant des évaluations de dommages qu'il n'attendait pas. 8 pétroliers touchés, de peu, être en train de couler. Des membres d'équipage à l'eau, une marée noire qui s'étend d'heure en heure, 3 destroyers américains à court de missiles et l'IRGC qui annonce par l'entremise des médias d'État que ce n'est que la première vague. La ligne entre la fanfaronnade et la stratégie devient très mince quand l'addition arrive sous forme de feu, de pétrole et de fréquences d'urgence. Il ne s'agit plus seulement de navires. Il s'agit de l'économie mondiale, de la sécurité énergétique, de toutes les nations de la Terre qui regardent les États-Unis, l'autoproclamé garant mondial de la liberté de navigation, debout sur un pont en flammes. Il s'agit de tout. À 02h40, heure locale, 2 heures après le premier impact, les opérateurs radars du CENTCOM détectent une deuxième signature de lancement depuis la côte iranienne. Pas des drones cette fois, des missiles. Des missiles balistiques à courte portée Fateh, un 0 iranien, 7 au total, visant non pas les pétroliers, mais les escortes navales américaines. C'est l'escalade que tout le monde redoutait. L'essaim de drones était la diversion. L'attaque par saturation était la mise en place. Épuiser les missiles intercepteurs. Vider les munitions du système d'armes de proximité. Éreinter les équipages d'hélicoptères qui volent déjà depuis 2 heures sans arrêt. Puis, quand le bouclier est épuisé, tirer les missiles qui comptent vraiment. C'est une guerre en couches. Et elle est sophistiquée. Le commandant de la force aérospatiale de l'IRGC, le brigadier général Saïd Majid Moussavi, a déclaré publiquement, pendant la brève période de cessez-le-feu, que l'Iran avait réparé ses lanceurs de missiles et de drones et que la vitesse de reconstitution dépassait le rythme d'avant-guerre. La télévision d'État iranienne a diffusé des images d'entrepôts de drones, de plateformes de lancement mobile, de missiles sur des camions roulant de nuit à travers le désert, se repositionnant pour la prochaine salve. Ce n'est pas un pays à court d'armes. C'est un pays qui se prépare à cette guerre depuis 20 ans. Les batteries Patriot stationnées au Qatar et aux Émirats arabes unis tirent des missiles intercepteurs. 2 des missiles balistiques Fateh sont détruits, l'un s'abîme dans le Golfe. 4 poursuivent leur approche terminale. L'USS McFaul, le destroyer qui avait escorté le Stena Imperative jusqu'à la sécurité en février, subit une quasi-frappe à 30 m sur bâbord avant. L'explosion soulève la poupe du navire. 3 marins sont blessés. Le bâtiment reste à flot, mais il n'est plus en état de combat. Il commence à se replier. Un deuxième destroyer reçoit un impact direct sur son pont avant. Rien de catastrophique. Mais les systèmes d'extinction sont pleinement engagés. Le radar Aegis est partiellement hors ligne, le bouclier a un trou, et l'Iran charge déjà la 3e vague. C'est généralement le moment où la version télévisée de la fermeté demande un plus grand pupitre et une carte plus simple. La réalité, malheureusement, continue d'ajouter des couches. Au National Military Command Center du Pentagone, il est 23h45, heure de Washington. Le général Dan Kane, président du Joint Chiefs of Staff, se tient devant une carte du Golfe Persique. Autour de lui, des commandants de théâtre sur liaison vidéo sécurisée, des analystes du renseignement, le conseiller à la sécurité nationale, le secrétaire à la défense. 3 options sont sur la table. Option 1, retirer complètement la flotte de surface du Golfe Persique, la repositionner vers le Golfe d'Oman, réduire l'exposition, accepter que le détroit soit effectivement fermé et protéger les actifs qui restent. C'est l'option défensive, l'option politiquement douloureuse. Elle signifie que l'Iran gagne l'échange naval, du moins pour cette nuit. Option 2, frappe de précision immédiate
contre des installations identifiées de stockage et de lancement de drones de l'IRGC sur la côte iranienne. Le renseignement possède ces coordonnées. Les paquets de cibles sont prêts depuis avant l'opération Epic Fury. Frapper maintenant. Détruire la capacité de lancer une troisième vague avant son départ. Option 3. Escalader complètement. Considérer cette attaque comme un acte de guerre exigeant une réponse proportionnelle contre l'infrastructure de commandement de l'IRGC, bunkers de direction, nœuds de communication, quartier général même de la force aérospatiale de l'IRGC, l'option 3 risque une escalade au-delà de tous les seuils précédents. Elle risque des représailles iraniennes contre des bases américaines au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Elle risque d'entraîner des acteurs régionaux. Elle risque une guerre plus vaste. Mais l'option 1 revient à dire au monde que 500 drones ont fermé le détroit d'Ormuz et que l'Amérique a déplacé ses navires. La salle est silencieuse. La carte brille. Des pétroliers en feu, des membres d'équipage manquants, du pétrole qui s'étend dans le Golfe, des marchés en chute libre, des alliés qui exigent des réponses. Une pause plus longue que n'importe quelle pause dans cette salle depuis des années. Puis la décision, frapper les sites de lancement. Option 2, précise, contenue, ciblée. L'ordre est donné. 60 secondes plus tard, des bombardiers furtifs B-2 Spirit, déjà en orbite à haute altitude, larguent leurs munitions de précision vers des coordonnées situées sur le littoral iranien. La guerre est entrée dans une nouvelle phase. Le contraste est immédiat et délibéré. L'attaque iranienne relevait du chaos par conception, 500 drones. Du feu et de la fumée, des brèches en flammes, des appels radio paniqués et du pétrole sur l'eau. Le langage visuel d'une force écrasante, l'image d'une superpuissance incapable d'arrêter ce qui arrive. La réponse américaine est l'inverse. 12 GBU, 5-7 Massive Ordnance Penetrator livrés par des bombardiers furtifs B-2 Spirit, coordonnés avec la couverture de supériorité aérienne des fins de Raptor afin de neutraliser toute capacité restante de défense aérienne iranienne. Des missiles de croisière Tomahawk naval lancés depuis des sous-marins positionnés hors de portée radar iranienne, chaque frappe synchronisée à quelques secondes près avec les autres. Il y a une raison pour laquelle les militaires préfèrent les coordonnées au slogan, au moins les coordonnées savent où elles vont. L'installation de stockage de drones de l'IRGC à Parchin, considérablement agrandie depuis 2024 selon des images satellites, encaisse 3 impacts directs. Des explosions secondaires indiquent que du carburant pour drones et des ogives ont détonné à l'intérieur des tunnels. L'installation qui a lancé des centaines de Shahed, 1-3-6 brûle. 2 sites côtiers de lancement de drones près du détroit, les tunnels humides creusés dans les falaises où des vedettes rapides et des plateformes de drones de l'IRGC se sont cachés depuis le début, sont frappés. Les tunnels s'effondrent. Les routes d'accès sont éventrées, les embarcations et les plateformes qui se trouvent à l'intérieur sont ensevelies. Le CENTCOM diffuse des images des frappes dans les 90 minutes. Vidéo de précision, impact net, aucune victime civile visible, destruction contrôlée. C'est un message autant qu'une action militaire. Washington dit « Nous voyons vos entrepôts. Nous connaissons vos tunnels. Nous connaissons les coordonnées de tout ce que vous avez construit. » Les marchés réagissent immédiatement. Les prix du pétrole, qui avaient bondi de 22 $ durant la première heure de l'attaque, reculent légèrement. Les analystes notent que la réponse américaine a été plus rapide et plus ciblée que les frappes précédentes. Mais les observateurs expérimentés relèvent autre chose. Le directeur de la DIA, le lieutenant-général James Adams, avait dit au Congrès « L'Iran conserve des milliers de missiles et de drones ». Le commandant aérospatial de l'IRGC avait dit que le rythme de reconstitution dépassait le niveau d'avant-guerre. 12 paquets de frappes contre une nation disposant de milliers d'armes, de dizaines de sites cachés, d'une fabrication distribuée, de lanceurs mobiles, 3 installations détruites. Ce n'était pas la fin. Il n'y a pas d'habitude plus facile à Washington que de déclarer une fermeture alors que l'autre camp est encore occupé à produire la suite. 6 heures après la contre-frappe américaine, les médias d'État iraniens diffusent un communiqué. Ils n'expriment aucun regret, ils ne signalent aucun retrait. Ils annoncent que le détroit d'Ormuz est revenu à l'état de fermeture. Ce n'était pas une surprise. Mais le timing, lui, l'était. Les États-Unis avaient frappé de grandes installations de drones et pourtant l'IRGC a annoncé la fermeture comme si rien n'avait changé. Parce que pour eux, rien n'avait changé. Voici ce à quoi les planificateurs américains sont confrontés. L'Iran n'a pas construit un seul programme de drones. L'Iran a construit un écosystème distribué de drones, de petites usines, des unités d'assemblage mobile, des stocks prépositionnés dans des zones civiles.
des endroits que des frappes de précision ne peuvent pas légalement ni moralement viser sans certitude du renseignement que des actifs s'y trouvent. L'IRGC a eu des années, pas des mois, pour se préparer exactement à ce scénario. Dispersion, redondance, dissimulation. L'analyse du conflit par The Gateway Pundit, citant des sources du Pentagone et de la DIA, l'a noté précisément. Le CENTCOM a détruit la capacité navale formelle de combat de l'Iran, mais la capacité iranienne de déployer des drones armés et des vedettes rapides contre les pétroliers, tirés d'un bassin dispersé et incertain, n'avait pas été dégradée de manière significative. Le 19 avril, le UK Maritime Trade Operations Center a confirmé que des canonnières de l'IRGC avaient ouvert le feu sur un pétrolier traversant le détroit. Pas des drones, des canonnières, le genre de petits bâtiments rapides qui constituent la véritable endurance de l'Iran. Le Wall Street Journal a rapporté que plus de 60% des vedettes d'attaque rapide de l'IRGC restent intactes. Ces embarcations n'ont pas besoin de missiles, elles n'ont pas besoin de drones. Elles utilisent le tir direct. Et elles sont considérablement plus difficiles à détecter par surveillance satellite que des navires de guerre conventionnels. L'ancien responsable du Pentagone David Deroche a déclaré « Les plus petites embarcations sont considérablement plus difficiles à cibler que les navires de guerre conventionnels. L'Amérique a détruit l'entrepôt. L'Iran construit de nouveaux entrepôts. Et, entre-temps, les bateaux sont toujours là. » La politique de l'entrepôt a toujours été populaire auprès du camp photogénique. Frapper quelque chose de visible, appeler ça une victoire totale, puis espérer que personne ne demande ce qui a continué de bouger une fois les images terminées. La guerre ne s'est pas terminée avec la contre-frappe, elle a simplement changé de forme. Je veux prendre du recul, parce que c'est la partie qui ne fait pas les manchettes, la partie qu'aucun point de presse ne couvre, la partie que les analystes comprennent et que les gouvernements préfèrent ne pas dire à haute voix. Cette guerre a un schéma. Elle a toujours eu un schéma. Pause, rechargement, nouvelle frappe. Les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Epic Fury le 28 février. La marine formelle iranienne a été dévastée. Le guide suprême Khamenei a été tué. Le monde a parlé d'un moment décisif. En quelques jours, des vedettes rapides de l'IRGC tiraient sur des pétroliers. En une semaine, les frappes de drones avaient repris. En 3 semaines, l'Iran avait officiellement refermé le détroit. Les États-Unis ont imposé un blocus naval au port iranien. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth a dit « Nous pouvons faire ça toute la journée ». L'Iran a déclaré le Golfe fermé en réponse. Le nouveau guide suprême a dit « Il est impossible que les autres passent pendant que nous ne le pouvons pas ». Un bref cessez-le-feu, puis rompu. « Une tentative d'escorte ». Le secrétaire à l'énergie Chris Wright a annoncé que le premier pétrolier avait été escorté à travers le détroit. Cette annonce a fait bouger les marchés, puis elle a été supprimée. La Maison-Blanche a dit qu'elle était inexacte. Cela ne s'était pas produit. Voilà le rituel moderne du message trop confiant. Annoncer le triomphe, faire bouger les marchés, supprimer la publication, puis laisser les autres nettoyer la marée noire de crédibilité. Le groupe aéronaval de l'US Navy George H.W. Bush, avec 6000 soldats supplémentaires, contourne maintenant l'Afrique pour éviter les attaques Houthis en mer Rouge avant même d'atteindre le théâtre du Golfe Persique. Je veux qu'on s'arrête là-dessus. Les États-Unis font contourner à leur porte-avions tout le continent africain pour éviter des forces mandataires iraniennes, tout en combattant simultanément l'Iran lui-même dans le Golfe. Ce n'est pas une guerre avec une ligne de front. C'est une guerre dont le périmètre s'élargit chaque semaine. 2 miles. C'est la largeur du couloir de navigation dans le détroit d'Ormuz, dans chaque direction, 2 miles. Par où doit passer 20% du pétrole mondial. Et l'Iran se trouve sur la rive nord de ces 2000, avec des montagnes pleines de tunnels et des milliers de drones et de vedettes rapides capables de tirer avant même que la surveillance satellite ne les localise. Le prix du pétrole a grimpé à son plus haut niveau depuis près de 4 ans. L'assurance maritime pour risque de guerre est passée de 0, 125% par transit à entre 0, 2 et 0,4%, une augmentation d'1/4 million de dollars pour un seul très grand transporteur de brut. Les compagnies maritimes n'attendent pas que les tirs cessent. Elles mouillent leurs navires et refusent le transit. Le Soufan Center a estimé que l'outil stratégique le plus efficace de l'Iran n'est pas le missile. C'est la peur d'une attaque qui pousse les compagnies maritimes mondiales à mouiller et à refuser volontairement tout mouvement. L'Iran n'a pas besoin de couler tous les navires. Il a seulement besoin de faire en sorte que chaque capitaine ait peur de prendre la mer. La peur change les comportements plus vite que n'importe quel slogan de campagne sur la force, et les assureurs sont notoirement peu impressionnés par les rodomontades. Et ce schéma n'est pas nouveau. Il remonte à 1988 quand l'USS Samuel B. Roberts a heurté une mine iranienne dans ces mêmes eaux, quand l'USS Vincennes a abattu par erreur un avion de ligne civile iranien. Quand des guerres de pétroliers ont été menées,
que des cessez-le-feu ont été signés et que le détroit a été rouvert jusqu'à la prochaine fermeture. Le détroit d'Ormuz est un point de pression depuis 40 ans. Il en sera encore un dans 40 ans, parce que la géographie ne change pas, l'économie ne change pas. La dépendance du monde à cet écart de 20 miles ne change pas. Ce qui change, ce sont les armes, les dirigeants, les noms des pétroliers en feu. Mais le schéma demeure. Et c'est toujours la chose la plus difficile à admettre pour la politique spectacle. L'histoire revient toujours après le départ des caméras, parce que le prochain mouvement dans cette guerre est déjà en train d'être planifié.